que d'avoir accepté de s'être proposé de venir faire, de donner, parce qu'ici on donne, c'est clair. Tout est basé sur le bénévolat, de venir donner cette conférence donc sur l'histoire géologique de la plaine du Roussillon. Bon, je crois que beaucoup d'entre nous vous connaissent. Vous avez été directeur de recherche au CNRS à Montpellier, c'est bien ça. Et donc, vous êtes passé de la physique, vous venez de me dire, à la géologie. Donc, je ne sais pas si vous avez bien tourné ou mal tourné, mais enfin, ce sera pour notre plus grand plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. C'est moi également qui vous remercie, Monsieur le Président, Dominique, de m'avoir permis d'être parmi vous ce soir. En fait, il y a très longtemps que je connais votre association du temps de Francis Sureda, de Titi Coste. J'en faisais déjà partie et nous essayions à ce moment-là de militer sur la réhabilitation du site de Poly. Donc vous aurez vu dans l'affichette qui vous a été proposée que je suis originaire d'Argelès. Je voudrais dire également que j'ai des accointances très fortes avec Banyuls, des accointances familiales, puisque mon épouse est originaire de Banyuls, que son arrière-grand-père est descendu de la Cerdagne pour devenir marin à Banyuls, la famille Brossin, pour si d'entre vous connaissent. Et puis surtout de cœur, j'ai des attaches amicales de très longue date. C'est même plus des amis de 30 ans, c'est des amis de 50 ans désormais qu'il faut dire. Voilà, et donc je suis particulièrement content d'être ici parmi vous ce soir et de pouvoir vous parler de l'histoire géologique de la plaine du Roussillon. Alors peut-être que j'aurais dû être un tantinet un petit peu plus précis dans le titre et vous proposer l'histoire géologique récente de la plaine du Roussillon. Ce faisant, je vais également vous retracer l'histoire géologique récente de la mer Méditerranée qui baigne nos côtes à Banyuls comme à Argelès. Alors, en remarque préliminaire, Brigitte la première, ce que je vais vous raconter doit beaucoup à un triumvirat de collègues. Au centre, c'est le grand maître de ces questions-là. Il s'agit de Georges Clauzon, qui était professeur à l'Université de Marseille, qui est décédé en 2013. À sa droite sur la photo, un éminent sédimentologue qui officie chez Total, mais qui donc était un élève de Georges Clauzon et a beaucoup étudié ce qui va nous occuper ce soir. Et puis à gauche, donc le truculent Jean-Pierre Suc, qui était à Montpellier. Nous nous sommes connus à Montpellier lorsque j'y suis arrivé, et qui lui est palynologue, et qui donc retrace au travers de l'histoire des pollens les changements environnementaux, climatiques, géodynamiques d'un environnement donné et de la planète. Et donc il s'était beaucoup également investi dans le décryptage de l'histoire du Roussillon, et vous verrez quelques-uns de ses résultats. La suivante, Brigitte. Dès 1976, Georges Clauzon a dressé la première coupe géologique des formations géologiques du côté de Hy et de Néfiac, les fameuses orgues d'Hy. Dès 1976, il a compris, pour dessiner la coupe, il a compris l'objet sur lequel il travaillait et son histoire. Et toute sa carrière de chercheur, donc vous parliez de géographie physique, Georges Clauzon est un géographe physique. Il a été amené à faire beaucoup de géologie, mais c'est un géographe initialement. Enfin, pour clore mon petit propos liminaire, je voudrais ici à Banyuls, je parlais des amitiés qu'il lie à Banyuls, il en est une qui m'est chère. Pour ceux d'entre vous qui le connaissent, c'est Albert Autran, qui était géologue au CNRS, qui a
nous avons travaillé ensemble, j'ai apporté une modeste contribution lorsqu'il a piloté une synthèse, une monumentale synthèse l'histoire géologique des Pyrénées, mais là donc de toute la chaîne, alors que nous on va s'intéresser à un petit zoom très particulier sur le Roussillon. La suivante, Brigitte. Voilà. Donc la pensée pour Albert qui a des attaches à Bayeux. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. La suivante, Brigitte. Bien sûr, il s'agit d'histoire géologique. On va donc commencer par la carte géologique, la dernière carte géologique de la France qui est dressée par le BRGN. Et donc, vous reconnaissez la plaine du Roussillon avec ses deux vallées, la Tête et le Tech, et puis la Glie un petit peu plus au nord. La plaine qui est bordée par les Alberts, dans lesquels on reconnaît ici en bordure ce sur quoi nous sommes assis aujourd'hui. Ce sont les schistes que vous avez devant la porte. Là, un arrière-pays que l'on voit surtout quand on passe le Pertus du côté de la Jonquière, c'est un massif granitique. Le massif du Canigou, et puis le granit de Mias, c'est ce que l'on voit ici au nord, en vert et en bleu. Ce sont les Corbières, qui sont donc des massifs calcaires, vestiges d'une mer aujourd'hui disparue. Donc la grande trait de cette histoire-là, c'est que deux failles majeures encadrent la plaine du Roussillon. Il y a au nord la faille nord-pyrénéenne, qui est un accident tectonique majeur, on va en voir la signification dans quelques instants, et puis au sud, la faille des Alberts, ici. Et donc la plaine du Roussillon est coincée, délimitée tectoniquement par ces deux failles majeures. Alors intéressons-nous à la plaine du Roussillon. On va détailler cette unité-là qui est, vous le savez, uniformément plate. Que nous dit la carte? La carte distingue deux types d'unités avec deux couleurs différentes. Une couleur un petit peu jaune ici, indicée P. Donc P, ça veut dire Pliocène. Le Pliocène, c'est une échelle, c'est un morceau d'étang géologique qui s'étend de 5,3 à 3,3 millions d'années. Donc on est autour de 5 millions d'années. Et puis en blanc, ici, indice Q, avec des sous-indices, figurent les sédiments quaternaires. Q, c'est pour quaternaire, donc ce sont des sédiments très récents. Voilà donc ce que l'on va essayer de comprendre. La suivante, Brigitte. Je vais vous faire grâce de la terminologie, de la stratigraphie des géologues et m'en tenir à l'essentiel. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est le Miocène avant 5,3 millions d'années, c'est le Pliocène ensuite, et puis l'histoire tout à fait récente, vous verrez à la fin, sur le quaternaire. La suivante, Brigitte. Donc ne retenez que Miocène, Pliocène, et souvent je dirais récent, sédiment récent, pour dire sédiment Pliocène. Ça sera plus simple. J'ai complété la carte géologique ici par la carte bathymétrique des fonds marins, que ne montre pas la carte géologique. Et l'on voit se dessiner une singularité, l'existence au large du golfe du Lion d'un important système de canyons sous-marins. Et ces canyons sous-marins, aujourd'hui, ne sont reliés à rien à leur amont, et en tout cas pas au système fluviatile continental, que l'on voit couler le Tech, la Tête, l'Aude qui déborde, l'Hérault, le Rhône, etc. Voilà. Et donc, et pourtant, ça fait, vous allez voir, pleinement partie de notre histoire. La suivante, Brigitte. Je reviens en arrière, je vais passer. Voilà, donc on pourrait faire une conférence sur l'histoire géologique ancienne des Pyrénées. La collision entre la plaque ibérique et puis la plaque Europe, il y a 45 millions d'années.
Donc la plaque ibérique a subi une grande rotation depuis l'ouverture de l'Atlantique et est venue et rentrée en collision avec la plaque européenne, ce qui a donné naissance à la chaîne, ou du moins à sa réactivation. La suivante, Brigitte. En quelques vues au cours du temps, l'évolution, là on est à 45 millions d'années, la collision a eu lieu et les failles, vous voyez la faille nord-pyrénéenne dont je parlais tout à l'heure, qui sépare le roussillon des Corbières, fonctionnait dans ce sens-là. La suivante, Brigitte, on passe à 30 millions d'années. Là se produit un important phénomène d'ouverture océanique dans ce qui est très largement le golfe du Lion et au-delà. Donc là, on est en phase d'extension, il y a une ouverture qui se fait dans ce sens-là et qui crée de l'espace entre les différents blocs. La suivante, Brigitte. Nous voilà maintenant à 20 millions d'années, avec là une océanisation bien avancée, et c'est dans ce mouvement de translation entre la plaque ibérique toujours et puis la plaque Europe, que se crée un espace délimité par les failles, la faille des Alberts et la faille nord-pyrénéenne, qui va donner naissance à la plaine du Roussillon. Donc là, entre les deux structures, les Corbières au nord, les Pyrénées et les Alberts au sud, il y a un trou à combler. Ce trou, il se comble durant le Miocène, donc entre 20 et 7 millions d'années. La suivante. Voilà, donc on figure les deux mulcoupes, les deux massifs, les Alberts, les Corbières, et puis le remplissage du trou. De cette histoire-là, il ne reste plus rien. À la surface, aujourd'hui, en profondeur, bien sûr. À la surface, aujourd'hui, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, la suivante, Brigitte, parce que alors on peut être précis, 5,96 millions d'années et 4,56 millions d'années, certains auteurs vont jusqu'au chiffre des milliers d'années dans ces datations-là, un important phénomène d'érosion a tout abrasé, tout emporté. Donc un trou couvrant toute la largeur, les 30 km entre les Alberts et les Corbières, ont été emportés, ont été abrasés par les fleuves côtiers. Et puis ensuite, ce trou, bien évidemment, s'est rempli, et c'est ce que nous avons sous les pieds, et c'est le propos de ma conférence. C'est pourquoi il s'agit de l'histoire récente, puisque c'est une histoire postérieure à 5,5 millions d'années. La suivante, Brigitte. Alors, revenons sur la carte géologique, avec un petit peu plus de détails. On a parlé des unités pliocènes et puis des unités quaternaires. On retrouve un petit peu la même figuration ici, avec plus de détails. Vous reconnaissez les Alberts, le Canigou et les Corbières et la plaine du Roussillon coincés entre les deux. Que nous dit cette carte? Cette carte nous dit que l'on trouve au fond des vallées, de la Tête, du Tech, du Ribéral, ici, des sédiments pliocènes d'origine marine. En avant, par rapport à la côte, on a des sédiments pliocènes, toujours, donc à peu près contemporains, mais d'origine continentale. Et puis ensuite, figuré en blanc, c'est l'histoire terminale, c'est la sédimentation quaternaire que l'on connaît maintenant. Et donc, donc voilà une description. Alors déjà, il y a une première interrogation. Les sédiments marins sont le plus éloignés de la côte actuellement et on les retrouve au fond des vallées. Ces sédiments, ils ont bien sûr été datés. La suivante, Brigitte. Alors, le géologue, le sédimentologue dispose de différents outils pour dater les formations sédimentaires, l'échelle des temps, il y a la paléontologie marine,
Il y a le paléomagnétisme, les inversions du champ magnétique terrestre, la dynamo interne qui s'inverse, le sud devient le nord et le nord le sud. Et donc ce que figure le code barre ici, ce sont ces inversions du champ magnétique. Et puis la paléontologie des mammifères. Et je vous montre ça parce que bon nombre de nos villes et villages portent des noms de rues, portent le nom de Donazan. Donc Donazan était un paléontologue donc à la fin du 19e siècle qui le premier a travaillé en particulier sur la datation du Serrat d'Ambaqué. Et donc c'est à lui que l'on doit, donc qui est à Perpignan, au niveau de la Porte d'Espagne, Auchan construit dessus. Et donc c'est Albert de Lauzan qui a une plaque à Perpignan, tout à côté de la cathédrale, qui est l'inventeur, on dit comme ça, du site paléontologique du Serrat d'Ambaqué, et qui a montré que les fossiles qu'il y avait dans ces formations argileuses étaient d'âge pliocène, donc avaient 4,4 millions d'années. La suivante, Brigitte. Voilà. Et donc, fort de ces datations, on peut superposer maintenant les âges des sédiments à leur nature. Et l'on s'aperçoit que non seulement les sédiments marins sont le plus éloignés de la côte, mais ce sont également les plus vieux. Et on a on pourrait dessiner des isochrones. Ici, on a dessiné des courbes de niveau dans la plaine du Roussillon, mais on pourrait pareillement dessiner des isochrones qui auraient à peu près la même forme. Voilà une situation, me semble-t-il, bien singulière, un petit peu paradoxale. Pourquoi? Donc, la suivante, Brigitte. Les couches sédimentaires, les sédiments, lorsqu'ils se déposent en couches successives, parallèles les unes aux autres. Donc là, j'en ai figuré 3 d'âges différents. L'ancien est au fond, et puis plus on monte, l'épaisseur dans la série, c'est le temps qui s'écoule, c'est le temps géologique. Pour arriver à la configuration que l'on connaît dans la plaine du Roussillon, Brigitte, la suivante, il faut basculer la série, il faut l'éroder, la suivante, et dans ce cas-là, à l'affleurement, on a le plus éloigné de la côte et le plus ancien, et puis on va de l'ancien au récent en se rapprochant de la côte, et on lève ce qui aurait pu paraître un paradoxe. La suivante, Brigitte. Si on fait, pardon, une seconde, si on réalise un forage dans la série, bien évidemment, on retrouve la séquence de dépôt, l'ordre de la séquence de dépôt. La suivante, Brigitte. Donc des forages, il y en a un grand nombre qui ont été réalisés dans la plaine du Roussillon. Il y en a 2 en particulier importants qui ont permis de comprendre la géométrie du sous-sol, qui ont été réalisés à la fin des années 50 par la SNEAP, qui était la Société nationale d'exploitation des pétroles d'Aquitaine, qui en 68, si je me souviens bien, est devenue ELF Aquitaine. La SNEAP exploitait à ce moment-là le gisement de gaz de l'Ague en particulier. Et donc, ce type d'environnement, le type d'environnement sédimentaire de la plaine du Roussillon, donc un bassin profond, rempli de sédiments, est propice à l'accumulation d'hydrocarbures, et ici les prospections qui avaient été faites à ce moment-là. Un petit point technique, lorsque un industriel du pétrole, de l'eau, ou un scientifique réalise un forage, il est capable de descendre différents types de sondes dans le forage et d'enregistrer un certain nombre de paramètres physico-chimiques des formations souterraines. Ici, on en a représenté 2. À gauche, c'est la radioactivité naturelle qui est portée qui vient de la désintégration du potassium, de l'uranium et du thorium. Et donc, ce sont des éléments chimiques qui sont portés par les minéraux. En particulier par les argiles ou les feldspaths, ou les argiles qui viennent de la transformation des feldspaths. Et puis à droite,
on a représenté la trace de la résistivité électrique de la roche. Une roche sec, ça ne conduit pas le courant. Si elle est imprégnée d'eau, elle va laisser passer le courant. Donc plus la résistivité sera forte, plus la roche sera imperméable, et inversement. Et on arrive ainsi, simplement à partir de ces mesures, à pouvoir reconstruire la géologie du sous-sol, la nature lithologique des différentes unités. Et donc c'est ce qui a été fait ici dans les forages réalisés dans la plaine du Roussillon. Donc N est implanté sur la rive gauche du Tech et Canet sur la rive droite de la tête. Le forage d'N a atteint le socle ancien à 365 mètres. Dans l'axe de la vallée de la Tête, donc dans l'axe de la plaine du Roussillon, à Canet, le forage a atteint le soubassement à 826 mètres de profondeur. Et donc on voit se dessiner ici une excavation importante qui descend donc à 800 mètres de profondeur dans l'axe de la plaine du Roussillon et qui est remplie au cours des temps géologiques, qui est remplie par d'abord un cortège argileux et puis des alternances d'argile et de niveaux sableux et graveleux au-dessus. Des faciès marins, des faciès plus continentaux. Donc on retrouve effectivement ce que l'on a vu précédemment dans le forage tout à fait synthétique et schématique que je vous ai présenté. Vous notez également, là on est au sommet, qu'il n'y a rien au-dessus de 4 millions d'années. Il y a une absence de sédimentation. La sédimentation s'arrête à 4 millions d'années. La suivante, Brigitte. Donc là, on avait une vue unidimensionnelle de la plaine du Roussillon. Les prospections géophysiques qui ont été réalisées en particulier par le pétrolier permettent d'imager la topographie du trou, de l'excavation. Donc là, ce sont des courbes de niveau, mais ce n'est pas un niveau positif, ce n'est pas une montagne, c'est une excavation, c'est un trou sous la plaine du Roussillon qui atteint 1200 mètres ici, 800 mètres à Canet, 400 mètres à... Cette image, de façon un petit peu plus moderne, on peut la représenter, la suivante, Brigitte, la représenter en 3 dimensions. Maintenant, c'est plus... donc c'est une vue de la mer en direction du fond de la vallée de la Tête. Vous reconnaissez les Alberts, le Canigou, les Corbières, coincés entre les deux, la grande excavation qui descend donc à 800-1000 mètres de profondeur au droit de Canet. Donc pourquoi un tel trou? Avant que ne se reconstruise, avant qu'il ne se remplisse. Pourquoi cette excavation? Si excavation il y a en regard de fleuve, c'est que le niveau marin baisse, le niveau marin s'affaisse, et dès que le niveau marin s'affaisse, les fleuves érodent leurs rives pour rattraper le niveau marin et se jeter dans la mer sans qu'il y ait une cascade de plusieurs centaines ou milliers de mètres. Donc dès lors qu'on lui donne la place, le fleuve il taille, et il taille vite. La suivante, Brigitte. Alors, cette surface d'érosion qui borde la plaine du Roussillon, on peut la voir en 15 endroits. Je vous en montre 2. Une sur les rives de la Tête, donc c'est la route qui va de Corbère-les-Cabènes à Boule-Ternaire. On voit ici le vieux socle primaire cristallin qui a été taillé et puis comblé par les sédiments de la Tête à l'horizontale. La Tête coule ici un petit peu à droite. Et donc tout ça, c'est l'escalation qui se prolonge plusieurs centaines de mètres en profondeur et qui a été complète. Une autre illustration sur les bords, sur les rives du Tech cette fois, c'est à Vives, où là également on a le contact entre
les vieilles roches métamorphiques de l'ère primaire, et puis le remplissage sédimentaire par des produits plus récents, pliocènes. Donc là, on a entre les deux une discontinuité temporelle de plusieurs centaines de millions d'années. La suivante, Brigitte. Alors, je posais la question, pourquoi le creusement de ce trou? Pourquoi est-ce que les fleuves s'enfoncent dans la Méditerranée? La raison, elle est à chercher dans un événement majeur de l'histoire récente de la Méditerranée, voire même de la planète. Voilà, tel qu'on peut les reconstruire aujourd'hui, l'évolution du détroit de Gibraltar, qui permet la communication des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée. Donc l'état des lieux à 10 millions d'années, donc une multitude de petits fragments, cristaux, qui permettent la communication entre les deux entités océaniques. Et puis tout ça du fait de la convergence de l'Afrique vers le nord, vers la plaque européenne, tous ces blocs bougent, se soudent les uns aux autres pour former au nord la cordillère Bétique, au sud la cordillère Réfel, le Rif africain. À 5,96 millions d'années, le pincement est tel que Gibraltar est fermé. Il n'y a plus de communication entre l'océan Atlantique et la Méditerranée. Et alors, il se passe la suivante, Brigitte. Un phénomène extrêmement rapide. Si on fait le bilan hydrique si on coupe la communication avec l'Atlantique, si on isole la Méditerranée, si on fait le bilan hydrique entre ceux qui arrivent sous forme de pluie par les fleuves, et puis ceux qui en sortent par l'évaporation. Donc ça, ce sont des bilans faits avec le régime actuel, le régime climatique actuel. Là, on est à 6 millions d'années, on ne sait pas trop ce qu'était le climat il y a 6 millions d'années. Ce que l'on sait par l'étude des pollens, par exemple, c'est qu'il était plus chaud qu'il n'est aujourd'hui. Qu'il était également, qu'on était très vraisemblablement également au niveau de la Méditerranée dans un régime de mousson. Donc c'est un petit peu difficile. Il y a actuellement nombre de collègues qui s'attaquent à la modélisation numérique des climats anciens et qui planchent là-dessus. On voit arriver les premiers résultats. Mais donc aujourd'hui, le bilan, si on ferme Gibraltar, le bilan est négatif. Il s'évapore, vous voyez, 2000 mètres cubes d'eau par an. La Méditerranée, ça sécherait en 18 000 ans. La suivante, Brigitte. Et le paysage, sans doute, au Miocène, il y a 6 millions d'années, a pu ressembler à celui-là, avec une continuité continentale entre l'Afrique et puis l'Europe. Continuité qui a pu favoriser la migration de la faune et de la flore à ce moment-là. Et au fond, ici, est représenté quelques lacs dont vous imaginez bien que, résultat de l'évaporation d'une mer, ils doivent être fortement salés. La suivante, Brigitte. Dans cette époque-là, Noé aurait construit son arche bien inutilement. La suivante, Brigitte. Voilà un petit bilan. Donc si on fermait Gibraltar, les Méditerranées s'évaporeraient en 2000 ans et il se déposerait au fond du trou une épaisseur de l'ordre de 50 mètres de sel. Quand on étudie les dépôts salifères au fond de la Méditerranée, ils sont de l'ordre dans le bassin occidental. Donc le bassin occidental, c'est notre compartiment à nous. Le golfe du Lion et il est de l'ordre de 1500 mètres d'épaisseur, l'épaisseur de sel cumulé, 1500 mètres. Dans le bassin oriental, donc c'est la Méditerranée, c'est la mer Égée, c'est la Méditerranée orientale, il est de l'ordre de 3000 mètres. Donc si on évapore 50 mètres à une fois,
pour produire de telles accumulations de sel, il faut qu'il y ait, le détroit ne soit jamais complètement fermé, il faut qu'il y ait des apports réguliers ou discontinus d'eau marine dans les bassins pour pouvoir l'évaporer et créer de telles épaisseurs de sel. Vous reconnaissez la Méditerranée, l'Italie, la Grèce. La répartition du sel, en violet figure les premiers sels qui se déposent lorsque l'on concentre l'eau de mer et qui sont des sulfates. Et puis ensuite, par-dessus, mais ça ne représente qu'une petite couche, l'ordre de 5% du sel déposé, donc à la base. Et puis par-dessus vient le sel, le chlorure de sodium, celui que nous utilisons à l'excès, paraît-il, tous les jours dans notre alimentation. Et donc ce sont ces accumulations de sel qui ici font 1500 mètres d'épaisseur et ici jusqu'à 3000 mètres d'épaisseur. La suivante, Brigitte. Voilà une vue d'artiste de ce que aurait pu être la Méditerranée à ce moment-là. Vous reconnaissez les îles britanniques, la France, l'Espagne, les Pyrénées, les Alpes, l'Afrique, et donc Gibraltar avec un petit courant d'eau qui vient alimenter les bassins méditerranéens. La suivante, Brigitte. Alors, sur cette histoire-là, tout le monde n'est pas d'accord. Ça, c'est une des plus grandes controverses dans la communauté géologique actuellement. Je crois qu'il ne se passe pas 3 mois ou 6 mois sans qu'il y ait une publication sur le sujet. Les sédimentologues, les géologues s'écharpent sur le modèle de dépôt des évaporites dans les bassins méditerranéens. Et en gros, il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit donc le fond marin de la Méditerranée, avant la crise, donc avant 6 millions d'années, il est ce qu'on connaît aujourd'hui, avec un haut fond au niveau de Gibraltar, un haut fond au niveau de la Sicile, qui compartimente les 2 bassins, oriental et occidental. Et donc, on baisse le niveau marin, on coupe la communication avec l'Atlantique, la Méditerranée s'assèche et les évaporites se déposent. Et puis ensuite, on rouvre Gibraltar et on en noie de nouveau la Méditerranée. Et puis, l'autre école dit c'est une hypothèse invraisemblable, ça nécessite, ça implique trop de contraintes au niveau du remplissage. La Méditerranée, avant la crise de salinité, était un bassin peu profond de l'ordre de 3000 mètres. Vous comprenez que dans ces hypothèses-là, il suffit de faire bouger un tout petit peu lorsque le niveau marin s'abaisse. Ici, il est beaucoup plus facile de réalimenter à l'eau pour pouvoir accumuler les épaisseurs que l'on connaît aujourd'hui. Et ce n'est que postérieurement à la crise, sous le poids du sel déposé et de la quantité d'eau qui revient en Méditerranée, que le fond de la Méditerranée s'affaisse par le jeu de grandes failles et que l'on retrouve la topographie du fond océanique que l'on connaît aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, je reviendrai vous faire une conférence sur qui a raison dans cette affaire-là. Pour l'instant, ça fait un débat extrêmement vif, y compris la suivante, Brigitte, dans le même laboratoire, celui dans lequel je travaillais il y a encore quelques temps, où Jean-Jacques Cornet est un sédimentologue, il est partisan de cette hypothèse-là. Joanna Luffé est une technicienne, elle est partisane de cette hypothèse-là. Et pourtant, les deux cohabitent dans le même laboratoire. Non seulement ils cohabitent, mais ils travaillent ensemble puisqu'ils publient leurs résultats ensemble. La suivante, Brigitte. Alors, en faveur, vous aurez bien compris, quand j'ai commencé mon propos par les incisions creusées par le tête et la tête, que mon cœur, ou ma raison de scientifique, penche pour l'hypothèse des bassins profonds et de l'assèchement de la Méditerranée. Les preuves qui nous semblent indiscutables, mais qui ne sont pas admises par tous, c'est justement les incisions côtières, fluviatiles, qui se produisent pendant cet intervalle-là. Ici, dû à Georges Clauzon, une représentation de la vallée du Rhône, avec une évolution de son profil au cours du temps. Donc entre l'avant messinien
l'avant-crise de salinité, l'avant-assèchement, et puis l'après-assèchement. Et on voit se creuser de l'amont à l'aval, on voit se creuser le Rhône sur plus de 1000 mètres de profondeur. Et la suivante, Brigitte. Et tous les fleuves côtiers de la Méditerranée, tous sans exception, je ne parle pas de la Baïourie ici qui était trop petite et trop haut perchée, sans doute, encore que, il faut les voir peut-être de plus près, mais tous les fleuves, l'Èbre en Espagne, tous les fleuves de la Méditerranée racontent la même histoire. Durant la crise de salinité, donc il y a 6 millions d'années, de profondes touffes sont entaillées de profondes vallées dans leur environnement. On a vu le Rhône, le Nil a creusé une vallée jusqu'à ce qui est aujourd'hui le barrage de Souan, dont sur 1200 km de la suivante. Le Danube raconte la même chose, présence d'une surface d'érosion messinienne, et puis on en revient à notre histoire, à la suivante. Là, l'érosion de la plaine du Roussillon par le Tep et la Tête, il y a donc entre 5,96 et 5,46 millions d'années. Alors, vous me direz si, la suivante, Brigitte, vous me direz si c'est le cas, ces matériaux érodés, enlevés, ils doivent bien, on doit les voir, on doit bien les retrouver quelque part, ils sont bien quelque part, les fleuves les emporter nécessairement au fond du trou. Le trou, aujourd'hui, il est à 2000-3000 mètres de profondeur, et surtout, il a été recouvert par l'histoire géologique postérieure à l'abrasion, par la sédimentation récente. On peut imager, on peut retrouver ces témoins de l'abrasion messinienne par de l'imagerie géophysique. Le principe est très simple, l'interprétation plus compliquée, mais le principe est simple. Vous provoquez un microséisme par une explosion. Dans les navires, ce sont des canons à air comprimé. À terre, ça peut être de la dynamite, ou ça peut être une grosse masse. Vous créez une onde qui se propage, arrivée à une interface, elle subit tout ce que subissent, donc là c'est de la physique ondulatoire. Il y a une partie qui se réfracte, qui se réfléchit et qui remonte, et puis il y a une partie qui se réfracte, qui descend sur l'interface au-dessous, qui là va remonter ou continuer au contraire en profondeur. Et donc en écoutant l'écho des séismes que l'on génère, en mesurant le temps, la différence de temps entre ce qui descend, ce qui reste superficiel et ce qui descend profond, on arrive à imager, à avoir une imagerie extrêmement résolvante désormais des différentes unités géologiques empilées, les unes sur les autres au cours du temps. La suivante, Brigitte. Voilà ce que ça donne, un pré-profil sismique marin réalisé au large du golfe du Lion. La côte est ici, l'approfondissement de la mer est là, on est sur le talus continental. Donc les différents réflecteurs sismiques que l'on voit parallèles les uns aux autres ici. Ici, le géologue surligne en rouge ce qu'il considère être la surface d'abrasion, la surface d'érosion miocène, par-dessus de laquelle on voit très distinctement et très facilement, parce qu'en sismique c'est le nez au milieu de la figure, la couche de sel, avec à la base les sulfates et puis au-dessus les chlorures. Et donc vous voyez dans ce point-là, on évalue à 2,4 km l'épaisseur de sel, et puis par-dessus vient la sédimentation récente. La suivante, Brigitte. Il en manque une là. Je reviens en arrière. Non? Moi je l'ai déplacé. Ah bon. Pouvoir descendre un cran? Non, non, avance d'un cran. Voilà. Elles sont inversées, les diapositives. Vous reconnaissez la côte, le golfe du Lion, depuis Marseille jusqu'au Cap Béat. Et ici, ce sont toutes les trajectoires
de toutes les campagnes de sismiques qui ont été réalisées dans le golfe du Lion au cours de ces 30 ou 40 dernières années. Donc un nombre conséquent de campagnes, un maillage extrêmement serré qui aujourd'hui doit permettre d'avoir un point de mesure à peu près tous les mètres, pour vous dire la résolution à laquelle on peut accéder. Et quand on dispose d'un tel jeu de données, qui est monumental, phénoménal, c'est plusieurs millions de données numériques à traiter, on peut désormais, la suivante, oui, alors remonte d'un cran. Ah non, c'était bien dans l'ordre, mais peu importe. Quand on fait un profil, vous reconnaissez donc le golfe du Lion, hein, et là on fait un profil sismique parallèle à la côte, et on lit ceci: la surface d'érosion, ici, donc à ce niveau-là, entaillée par ici et ici, entaillée par deux vallées qui correspondent à l'Aude et à l'Hérault. On en aurait fait un ici, on aurait eu la même chose au droit des fleuves roussillonnés. Donc, il y a bien à ce moment-là, lors de l'érosion, une continuité entre le réseau hydrographique continental et puis les vestiges que l'on en a aujourd'hui en profondeur. La preuve, elle est administrée ici. Donc la suivante encore. Donc je parlais du jeu de données que l'on peut désormais visualiser en 3 dimensions, ce qui permet de pouvoir déterminer la base de chacune des séries, le sommet de chacune des séries, donc l'enveloppe géographique des différentes unités géologiques reconnues, et d'en calculer l'extension géographique, la surface, d'en évaluer le volume. Et donc quand on fait ça, on arrive, si on isole dans ces profils sismiques l'unité des sédiments érodés lors de la crise de salinité, la suivante Brigitte, on les voit, ils sont ici. Ils sont ici au fond du trou, un petit peu, qui viennent recouvrir le sel. Là en rose figure le sel, les évaporés. Et donc ça, ce sont les sédiments érodés sur le continent, entraînés dans le trou pendant le creusement des excavations. Et donc on est capable de calculer le volume de sédiments arrachés au continent et entraînés au fond du trou. La suivante. Et puis l'histoire géologique continue, les blocs au niveau de Gibraltar continuent à bouger, les uns par rapport aux autres, ils ne s'arrêteront pas et ne s'arrêteront pas. Et le verrou saute, le bouchon saute, et de nouveau on retrouve une communication, une entrée des eaux de l'océan Atlantique, de l'océan mondial, puisque l'Atlantique est ouvert sur l'ensemble du globe, dans la Méditerranée. Donc ça c'est un premier facteur, et il se trouve qu'à ce moment-là, que l'on date autour de 5,46 millions d'années, donc là aussi tout le monde n'est pas d'accord, la communauté s'écharpe également sur ces contraintes temporelles, correspond à un haut niveau marin. Ici figure la variation du niveau marin au cours des temps géologiques. Le niveau marin, il n'a jamais été stable. Le niveau marin, il a toujours bougé de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Et il se trouve qu'à cette époque-là, au moment où Gibraltar se rouvre, et sans doute ce qui facilite l'entrée en Méditerranée, c'est qu'on a une élévation importante de l'ordre de 80 mètres du niveau marin. Et la Méditerranée s'en noie. Suivante, Brigitte. Voilà une vue humoristique de la rentrée d'eau dans la Méditerranée avec le rocher de Gibraltar et puis quelques touristes qui sont là pour voir la cataracte qui s'installe. C'est à ce moment-là que Noé a eu intérêt à construire son arche. Je plaisante, mais il y a des collègues, un collègue brestois qui s'est taillé une solide réputation scientifique
en émettant l'hypothèse que le déluge, c'était cet épisode-là. C'était le réamoiement de la Méditerranée, et qui a publié les données, qui a publié son hypothèse. Alors, combien de temps il faut pour remplir le trou? Ben là, on ne sait pas trop, ça va dépendre de l'école à laquelle on appartient. Si le trou n'est pas profond, si le plancher de la Méditerranée est à 300 mètres, effectivement, un collègue a calculé qu'il suffisait de 2 ans pour retrouver le niveau, pour remonter le niveau dans la Méditerranée au niveau de celui de l'océan mondial. Si on appartient à notre école, ben, vous imaginez qu'il faut évidemment plus de temps, et on estime cette durée à de l'ordre de 100 à 150 000 ans avant que la Méditerranée ne soit complètement remplie. La suivante, Brigitte. Une vue de ce que pouvait être la Méditerranée, donc toujours, vous connaissez toujours le golfe du Lion, c'est la référence, le Cap Creuse, Marseille. Donc pendant la crise de salinité, en l'absence d'eau, et puis après la crise de salinité, lors du remoiement, quand le niveau marin était 80 mètres au-dessus de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc toutes les excavations creusées par les fleuves ont été remplies par la Méditerranée. Le golfe du Lion, la plaine du Roussillon entièrement jusqu'au fin fond de la vallée de la Tête. On trouve, vous allez voir, les niveaux marins jusqu'à Vinça et au-delà. La plaine de l'Hérault et le Rhône, la Méditerranée, est remontée jusqu'à Lyon dans la vallée du Rhône. La suivante, Brigitte. Quand vous allez de Banyuls ou de Port-Vendre à Collioure, à Argelès, vous passez sur les hauteurs de Collioure, hein, donc la photo est prise du belvédère qui est au-dessus du cimetière à Collioure, et vous avez la plaine du Roussillon en contrebas avec les corbières au fond. Je me suis amusé pour figurer le réamoiement de la Méditerranée. La suivante, Brigitte. À ce que pourrait être le paysage si, à ce moment-là, en fait, c'est pas une voiture, c'est une barque catalane qui aurait fallu pour pouvoir faire le voyage jusqu'à Saïx. La suivante, Brigitte. Et donc, on a des vallées profondes, 800 mètres à Canet, 1200 mètres dans le Rhône, qui ne demandent désormais, qui sont complètement noyées, qui ne demandent désormais qu'à être remplis. Dès lors qu'un trou est plein d'eau, il se remplit de sédiments. Et là, on a un modèle sédimentologique très particulier de remplissage de Séria, qui a été décrit pour la première fois par un chercheur américain, Gilbert, mais c'était à la fin du 19e siècle, et qui correspond à ce que l'on voit sur le terrain. Donc il y a le niveau marin, il y a l'espace disponible à la sédimentation, le fleuve qui coule, qui en amont arrache des lambeaux de montagne, qui viennent se déposer, combler le trou, qui viennent combler le trou par vagues successives. Plus on est loin, plus les particules sont fines, donc on a éloigné des argiles et puis on trouve des niveaux sableux. Et puis le trou se comble et le fleuve continue à alimenter, et donc le comblement du trou se fait par des apports successifs en avant au front de ce delta. Et dès que le fleuve est à l'équilibre avec le niveau marin, alors commence une sédimentation de type plus continental, telle qu'on peut la voir aujourd'hui dans les rivières avec ces cortèges de galets et de sable. Et donc ce que l'on a dans l'arrière-pays du Roussillon, c'est ça. Ici, dans ces unités d'argile fine marine, on est à Néfiac. La suivante, Brigitte. Voilà quelques photos. Donc les fameuses orgues d'Ille, ici à Néfiac,
qui a été exploité sous forme de carrière pour en extraire les matériaux dont les argiles. Donc les argiles marines profondes, donc là on est à 5,4 millions d'années. AI, c'est un petit peu, on est au-dessus dans ce qui est préservé, on est au-dessus de cette unité-là. Et on voit la transition entre le niveau marin, ici en bas, et le niveau continental qui coiffe la série. Et donc sur le terrain, c'est très reconnaissable. On a ici un niveau de galets de taille bien supérieure à ce qu'il y a en dessous. Dans le libéral, on a la même histoire. Ici, c'est les vestiges comparables à ça, les vestiges d'une plage d'Antrouillas. Quand vous êtes dans Antrouillas et que vous passez le pont sur le libéral, suivant à droite, en amont, en tout cas, du libéral, c'est ce que vous voyez. Donc ici, on a des vestiges d'une plage dans laquelle on trouve des fossiles marins, on trouve des huîtres. À Néfiac, je crois qu'il n'y a pas une famille qui, sur la cheminée, a une huître qui a 5 millions d'années. Et le niveau continental que l'on trouve tout en haut des orgues d'Ille, on le retrouve pareillement dans la vallée du Tech, au niveau de Tresset. La suivante, Brigitte. Vous reconnaissez la photo avec laquelle j'ai illustré la conférence. Donc ça, c'est la séquence marine identique à celle d'Ille, mais prise à Nias, quand on monte au col de la Bataille, si vous passez par là. Et si on regarde, on fait un zoom sur l'affleurement, on le distingue ici très nettement dans les figures d'érosion récentes, mais on le voit parfaitement ici, des niveaux grossiers, avec des galets à la base, de plus en plus fins, surmontés par des niveaux argileux. Discontinuité, et puis l'histoire recommence. Et donc, ces variations, qui sont très vraisemblablement de nature cyclique, résultent de la fluctuation du niveau marin. Lorsque le niveau marin, du fait des variations climatiques, monte, le climat s'échauffe, le fleuve a davantage d'espace pour sédimenter, il sédimente du fin. Lorsque le niveau marin baisse, il va sédimenter, il va entraîner, il va laisser du plus gros. La suivante, Brigitte. Et donc voilà en coupe, maintenant, avec la surface d'érosion sous le Roussillon, l'accumulation des sédiments au cours des temps géologiques. On a figuré ici le forage de Canet qui permet de contraindre, et puis différents autres forages moins profonds dans la plaine du Roussillon, mais qui permettent de contraindre l'empilement des sédiments. Et on voit le cortège marin, et puis par-dessus les niveaux plus grossiers, marins toujours plus grossiers, et puis les niveaux continentaux. La suivante, Brigitte. Donc là, on était à terre, on voyait une coupe depuis Vinça jusqu'à Canet. Donc on regardait, on faisait un zoom sur cette partie-là. Mais ce n'est que la face émergée de l'iceberg, parce que la sédimentation, elle continue désormais en mer, et ce sont des quantités phénoménales de sédiments qui sont arrachés aux montagnes et transportés en mer et viennent alimenter le plateau continental. Et ce n'est qu'après que l'on trouve bien plus loin les canyons qui résultent de la phase d'érosion durant le Messinien. Et donc, à partir de... Donc ça, ce sont des interprétations à partir des données géophysiques de sismique, et on est capable, sur le profil sismique, de reconnaître les différentes unités, les différents empilements du prisme sédimentaire qui, au fur et à mesure, avance. Donc là, on a une ligne temps, depuis le plus ancien, 5,4 millions d'années,
jusqu'à l'actuel, puisque nos fleuves continuent à entraîner des sédiments à la mer. La suivante, Brigitte. Donc, des quantités importantes de matériaux qui sont arrachés aux montagnes et qui sont entraînés par les fleuves qui remplissent l'aria et puis qui, une fois que les plaines se déversent dans la mer. Une illustration de ce phénomène d'érosion. Il s'agit du glissement de terrain qui a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 octobre 1940 lors du fameux Algat qui a emporté un morceau d'Amélie, d'Arles et d'Amélie. Donc on est ici dans la partie haute du Tech, après le Tech, entre le Tech, le village de Tech et Pras de Moyau, qui se trouve là, sur le site dit de la Baganous, que l'on voit très distinctement. C'est la photo que j'ai prise ici depuis la route, qui va du Tech à Pras de Moyau, où on voit la lentille d'arrachement, donc tout le pan de montagne, ici, depuis la crête, tout le pan de montagne qui a glissé dans le Tech, provoquant à ce moment-là un barrage. Barrage qui a été très rapidement détruit. Mais pour vous dire, sur ce seul affleurement, ici, cet arrachement, il a emporté 1 million de mètres cubes de terrain. La suivante, Brigitte. Alors là, je m'excuse pour la qualité du document, mais je n'avais pas des personnels, et il a trop plu ces temps-ci pour que j'aille pouvoir en faire. Puis je ne suis pas sûr que j'aurais retrouvé tous les affleurements. Non, c'est un document que j'ai pris dans un livret guide d'une excursion pilotée par mes collègues, et qui montre le dénouement, donc vous ne devez pas voir grand-chose, mais qui montre les lentilles d'arrachement au niveau du Canigou. Donc, tout ça, donc, ce sont des pans entiers du Canigou qui, à différentes époques, à l'occasion des variations climatiques, des alternances de climat chaud et de climat froid, de fonte des neiges, ont été arrachés. Donc, on en a différentes manifestations dans la vallée de la Tête, au niveau de Bernay-les-Bains et d'Escarot. La suivante, Brigitte. Et puis, donc on est dans ce cas de figure-là. En amont des fleuves, on érode les reliefs pour combler le trou à l'aval. Les matériaux, on les transfère depuis l'amont montagneux jusqu'à l'aval marin. Donc ce sont des dizaines de kilomètres cubes de matériaux, donc il s'agit donc des masses considérables. La croûte continentale flotte sur le manteau. Elle se comporte comme n'importe quelle planche sur un plan d'eau. Si on décharge d'un côté et que l'on charge de l'autre, elle va basculer. Et c'est ce qui est en train de se produire. La plaque, au niveau, donc on représente schématiquement la plaine du Roussillon, bascule en direction de la mer. Et l'axe de rotation, on estime que l'axe de rotation est situé actuellement à peu près à 10 km de la côte actuelle, et donc passe au niveau du Boulou pour aller vers, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dirait, Corneillade-Conflans ou quelque chose comme ça. Soulèvement, donc on assiste à la fois à une érosion des montagnes et à la fois à leur surrection. La suivante, Brigitte. Voilà une quantification, le Canigou vu sur la face ouest, avec la plaine du Roussillon en contrebas. Donc on a Bernay-les-Bains qui se trouve là, Escarot qui se trouve là, la Tête qui coule ici en bas, et qui a donc raviné le Roussillon. Et les produits de l'érosion du Roussillon, on les trouve dans du Canigou, on les trouve dans cette partie basse-là, l'accumulation dans cette partie basse-là. Et
Donc c'est ce que l'on figure ici. Et donc ça bascule. Et le canigou monte. La configuration, ce que l'on estime être la géométrie du canigou, il y a une trentaine de millions d'années, une altitude de l'ordre de 2000 mètres, une continuité avec ce qu'il y a en dessous, puis la croûte commence à basculer, les failles présentes jouent, et le canigou au fur et à mesure monte. Et pour arriver à l'altitude qu'on lui connaît aujourd'hui, à 2700 mètres. Une démonstration de cette hypothèse-là est fournie par notre ami Jean-Pierre Suc, par l'étude des pollens, relevés dans différentes unités. On est ici à 10 millions d'années, 5 millions d'années, c'est ici. Donc ça marque le début du réamoiement et de la sédimentation en Méditerranée. Et donc, entre 5 millions d'années et aujourd'hui, la Cerdagne s'est élevée de l'ordre de 400 mètres à 800 mètres. Le canigou est monté de 2000 mètres à 2700 mètres. La suivante, Brigitte. Et puis, pour finir l'histoire, donc, vous avez vu précédemment, on le retrouve ici, qu'il y a une absence de sédimentation, une absence d'histoire géologique, qui en soit n'est une, entre 3,6 millions d'années, l'arrêt de la sédimentation pliocène liée au remplissage de la ria. Alors pourquoi arrêt? Parce qu'à ce moment-là, à 3,6 millions d'années, on commence à rentrer dans un climat froid, on commence à constituer les calottes polaires au nord et au sud, et donc à abaisser le niveau marin. Si le niveau marin baisse, les fleuves ne travaillent plus à l'alimentation, ils vont travailler au contraire à l'érosion de nouveau. Ils vont enlever du matériel et le transporter plus bas. Donc à ce moment-là, rupture cessation de la sédimentation, qui ne reprendra qu'ultérieurement, au temps du Quaternaire, à l'occasion des différents cycles de glaciation, déglaciation. Donc ce que l'on a ici, ce sont les grands épisodes de déglaciation au cours des temps quaternaires. Le niveau marin s'abaisse, pendant les glaciations, le niveau marin s'abaisse, pas qu'un peu, hein. Jusqu'à 120 mètres, lors de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, le niveau marin de la Méditerranée était 120 mètres plus bas que ceux qu'il n'est aujourd'hui. Et puis, lors de la fonte des glaces, le marin remonte, ennoie la plaine côtière et repermet une sédimentation. Ce sont donc les unités sableuses et argileuses que l'on a aujourd'hui un petit peu partout sous les pieds, dès lors que l'on cultive sur le jardin, du côté d'Argelès, d'Elne ou de Saint-Laurent de la Salle. La suivante, Brigitte, pour un petit clin d'œil pour terminer mon histoire. Quand beaucoup plus tard, l'homme s'installe sur ce type de géologie, d'appareils sédimentaires, il a à sa disposition les galets qui viennent de l'érosion des unités déposées. La suivante. Avec les argiles de ces mêmes unités que l'on a vues dans les orgues d'Ille, il construit des tuileries et il fait des bruits, avec lesquels, suivante, Brigitte, il construit ses maisons, suivant, ses cathédrales, suivant, et ses villages. La suivante, pour finir, voilà. Donc pour terminer mon propos, je voudrais remercier quelques-uns de mes collègues qui m'ont aidé à monter cette présentation. Mes collègues montpelliérains, Johanna Loufi, dont je vous ai parlé, Michel Serrade, Paul Lestrade qui travaille au DRGL, et Jean-Pierre Suc, donc le palynologue. Et puis je voulais également vous remercier, à vous toutes et tous, pour l'attention que vous m'avez apportée. Et un petit mot de remerciement également à ma sœur Brigitte qui a assuré l'assistance technique.
Merci beaucoup.